Eh bien, bonjour à tous et toutes. Comme promis hier soir, nous avons eu un petit problème technique hier soir, étant donné que Internet ne fonctionnait pas comme il faut. Du coup, nous avons décidé, comme je vous l'avais dit, de refaire le live cet après-midi. Donc, comme c'était hier soir, je vais redonner la parole à Almaric, qui est donc un ancien enfant placé, ainsi qu'à Karine, qui est une maman victime d'enfants placés. Et nous allons commencer par... Merde. Par Almaric, excusez-moi, le téléphone sonne en même temps. Almaric, je te donne la parole. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis un enfant placé, comme vous l'a dit. Et puis, j'ai resté 2 ans au foyer suite à des conflits parentaux. Ça a été beaucoup de bordel. La solution que je peux donner pour les enfants placés qui ne veulent pas, qui veulent rentrer, c'est qu'ils fassent le bordel, qu'ils lâchent pas, s'ils se font tabasser par les éducateurs les plus grands, qu'ils fassent une colère, qu'ils soient incontrôlables, qu'ils cassent tout jusqu'à ce que les éducateurs appellent les pompiers ou le SAMU et qu'ils aillent à l'hôpital. Bon, après, ils vont en avoir marre, ils vont tenter la psychiatrie. Après, là, il y a 2 solutions. C'est soit ils font les petits moutons et à la fin, l'hôpital psychiatrique, ils vont dire on coupe une place, donc ils renvoient au foyer. Soit on fait un énorme carnage jusqu'à ce que l'hôpital psychiatrique ne veuille plus de nous, mais ça peut mal finir aussi. C'est qui tout double. Après, ils leur feront changer 1000 fois de foyer jusqu'à ce qu'à la fin, ils les rendront. Sinon, il y a aussi ma sœur qui est placée, elle est placée au secret, ils tentent de la mettre à l'adoption. Donc voilà. La solution pour les parents, c'est qu'ils inscrivent en faux leur dossier. C'est ce que fait mon père. Qu'ils inscrivent en faux les rapports de l'ESASE, les jugements, qu'ils fassent appel dès qu'il y a un jugement qui ne leur est pas favorable, qu'ils fassent appel, c'est la solution. Et si la cour d'appel ne leur va pas et qu'ils trouvent des inscriptions faux ou autres, qu'ils essayent d'aller en cassation, mais qu'ils ne lâchent pas. Moi, ce que je peux donner un conseil à tout le monde, c'est battez-vous. Les jeunes, soyez insupportables en foyer, faites des fugues, faites des colères, faites de la casse, du mobilier ou autre, jusqu'à ce que le foyer ne veuille plus de vous. Et les parents, battez-vous. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Ensemble, on y arrivera. D'accord, merci Almaric pour tous ces renseignements et puis ces modes de défense. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, s'il te plaît, de comment tu as vécu le placement, ce que tu as ressenti et ce que tu voulais, et ce qui t'ont fait subir, évidemment. Qui habitait pas loin de chez nous, qui habitait pas loin du foyer, puis il était propriétaire d'une maison dans une zone pavillonnaire où on n'avait aucun danger. Ma grand-mère qui habitait à 500 mètres, qui était prête à nous garder quand mon père était au travail. On avait une vie normale, comme pour tout le monde, je pense, parmi nous avant le placement abusif. Et puis, j'ai senti beaucoup d'injustice parce que quand je me suis fait tabasser par les plus grands, j'ai appelé le 119, ou que je me suis pris une claque par les ducs, que j'ai appelé le 119, les 119 disaient ah, mais il n'y a pas de maltraitance, il n'y a pas de danger. Quand j'ai été convoqué à la police pour tenter de déposer plainte, ils n'ont pas fait une plainte, mais une main courante, et puis ils ont défendu les plus grands. Donc, j'ai ressenti beaucoup d'injustice, beaucoup de colère, et j'étais devenu insupportable. Et puis, me baisser mes doigts petit à petit, je me suis dit plus je vais être insupportable. Et puis à la fin, ils ont tenté de m'enlever mes doigts, puis j'étais encore pire, donc ils me les ont remis. Et j'ai su, il y a beaucoup de jeunes que je connais qui ont été en foyer ou en internat avec moi, vu qu'avant d'aller en foyer, j'ai été interne en ITEP, en école spécialisée. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été insupportables en foyer, qui sont entrés, donc je vois que c'est la solution et que ça marche. Il n'y a pas que moi qui est insupportable qui rentre. Je travaille beaucoup avec Nadine Pestan, qui doit être connue dans le combat contre les placements abusifs, qui est quelqu'un de très bien. Il y a eu aussi d'autres jeunes qui lui ont dit que la solution pour sortir du foyer, c'est d'être insupportable, de faire le bordel au foyer. Donc voilà quoi. D'accord. Et comment ça se passait au foyer? Qu'est-ce que les éducateurs te disaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. Il me disait si t'es sage, on va te emmener chez tes parents. Mais à fin de compte, quand j'étais sage, ils m'ont dit le foyer m'apaise et puis ça changeait que dalle. Donc c'est là je me suis dit
ils me mentent et puis ils mentent aux juges face aux parents pour maintenir le placement. Ils ont été mentir à mon père pour tenter de m'embrouiller avec que m'embrouille avec mon père. Il n'a pas réussi vu qu'après mon père a vu qu'il mentait. Ils ont menti aussi à la police pour que ce soit moi qui paye, qui me prennent les pics en merde quand j'ai tenté de déposer plainte pour les coups les plus grands. Les éducateurs, des fois, nous tapent dessus. Quand ils nous supportent plus, ils appellent le SAMU, ils tentent de nous mettre en psychiatrie. Ils essayent de nous faire bourrer de médoc. Donc, et il doit dire que les plus grands nous tabassent, même nous et les autres plus petits. Voilà. D'accord. Quand tu dis les éducateurs nous donnent des coups, nous tabassent, c'est quoi? Des gifles, des coups de poing, des coups de pied, des tirages de cheveux, c'est quoi exactement? Des fessées. Et ça, c'est aussi ça qui me met en colère. C'est que quand les parents ils grondent leur enfant parce qu'ils font une connerie ou des choses où ça mériterait peut-être 5 minutes au coin chez les parents, généralement, c'est tout de suite les sociaux, c'est maltraitant, c'est machin, faut enlever l'autorité parentale et vie aux parents. Et les sociaux, ils peuvent prendre un enfant, faire un gros plaquage de rugby, lui mettre une grosse claque par terre. Mais c'est normal, il a le droit, faut rien dire. Et ça me trouve le cul, clairement. Excusez-moi le langage, mais c'est intolérable. Et il faut passer un coup de karcher là-dessus. Ton langage est justifié et pardonnable, ceci dit. Et on comprend tout à fait ta colère. Est-ce que au foyer, tu as vu des choses ou est-ce que tu aurais vu des choses, par exemple, envers les enfants, envers les autres enfants, envers les filles notamment? Est-ce que tu as vu des trucs comme ça ou est-ce que tu en as été témoin ou pas? Par exemple, sur les viols sur mineurs, ce genre de choses. Pas des viols. Il y a eu des gamines, j'ai entendu avant le foyer, il y avait une rumeur, il y a eu des gamines, elles avaient 14 ans, elles attendaient un gamin, elles étaient enceintes à peine 14 ans, c'est des choses que j'ai entendues. Mon petit frère, j'ai su qu'il a eu ses parties intimes dans la bouche d'une nana, de ce que j'ai su. Après, chez les petits, d'autres plus petits dans mon deuxième foyer, j'ai pas spécialement vu de viol sur mineur ou machin, mais j'ai beaucoup vu, chez les petits, filles comme garçons, les éducateurs qui les maltraitaient. Il y a eu un gamin, il voulait pas manger son jambon parce qu'il aimait pas. L'éducateur, il l'a pris par l'oreille, il lui a tiré l'oreille jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche et lui a mis la fourchette dans la bouche avec le jambon. Il y a une famille dans Super Lani, ça s'est passé, ça a fait un scandale dans les médias. Et là, quand c'est la ça fait rien, ça, je trouve ça intolérable. Ils criaient sur les enfants, ils menaçaient de les taper. Des fois, les tapaient quand ils s'énervaient par de l'injustice. Ils pleuraient parce qu'ils se sont fait tabasser par les plus grands. Les éducateurs, ils en avaient rien à battre. Les éducateurs, limite les métiers d'éducateur, c'est le chômeur en activité parce qu'il est payé, il a juste à se déplacer. Il peut tranquille se taper sa meilleure sieste devant la télé. Il sera quand même payé normalement. Je crois que moi, j'aurais fait ça. Bon, là maintenant, je ne travaille pas, mais j'aurais fait ma meilleure sieste chez mon patron. Je crois que j'aurais été viré sur le champ. Oui, ça forcément. Donc tu me dis que par exemple les éducateurs ne vous surveillent pas suffisamment, ne vous défendent pas suffisamment et ne vous protègent pas suffisamment, c'est ça? À se regarder des vidéos sur YouTube ou je sais pas quoi faire sur l'ordi, ou être devant la télé à se regarder son reportage comme s'il était chez lui et se taper sa meilleure sieste et se faire son salaire à la fin du mois. Bon, ça, j'ai pas la preuve, mais je me doute, vu que à Nouvel An, ils se sont fait un des restaurants les plus chers de la ville où était le foyer entre eux. Ils nous disent qu'ils se sont payés eux-mêmes leurs notes. Moi, je pense que c'est le foyer qui a payé la note, clairement. Mais j'ai pas la preuve là-dessus. D'accord. Est-ce que tu as connu des familles d'accueil? Non. Les jeunes qui ont été faits en famille d'accueil, alors eux, ils disaient, les jeunes que je connaissais qui ont été en famille d'accueil, c'est l'hôtel de luxe, il y a la piscine, il y a machin, ils font des plats qu'ils aiment bien. Pour eux, quand ils nous parlent des familles d'accueil, bon, je sais qu'il y a des familles d'accueil maltraitantes, comme il y a aussi des familles d'accueil qui bossent correctement, bon, je vais être méchant là-dessus, mais on y compte d'une main, mais il y en a plein, les jeunes, ils disent, c'est l'hôtel de luxe, la famille d'accueil. D'accord. Et est-ce que toi, puisque tu étais en foyer, est-ce que dans ces mauvais éducateurs, il y en a eu des bons quand même? Est-ce qu'il y a eu des bons éducateurs? Est-ce qu'il y a eu des éducateurs en qui tu avais confiance, ce genre de choses?
Des éducateurs, j'avais jamais confiance. Il y avait les éducateurs, comme j'ai vu aussi, vu que je suis aussi abonné à SOS Placement Abusif, où il y a une gamine qui disait des éducateurs gentils. Je me méfiais beaucoup des éducateurs gentils. Mais avec les éducateurs, ils étaient peut-être moins agressifs, ils tapaient moins. C'était pas ils étaient gentils, vu qu'ils étaient gentils par devant, je dirais, mais très faux cul par derrière. C'était eux souvent qui disaient le plus de mensonges, qui disaient que nos parents nous maltraitaient et machin. Donc je faisais très attention à ça. J'étais très méfiant envers les éducateurs. Et je peux pas dire les éducateurs gentils parce que c'est gentil par devant, méchant par derrière, quoi. D'accord, merci Almaric. Est-ce que justement dans ces éducateurs, il y en aurait eu au moins un qui t'a aidé ou qui t'a écouté, toi, en tant qu'enfant placé dans leurs locaux? Je me suis mis à écouter, c'était un éducateur, un jeune, qui était de base un remplaçant. Et ce qui a fait qu'il m'a écouté, bon, je pense qu'il m'a écouté parce que ça faisait des mois que je me battais, que je faisais le bordel. Il venait de sortir l'arrêt maladie. Je pense qu'il devait en avoir réellement marre et je pense que c'est pour ça qu'il a dû dire on le rend. Mm. Donc je D'accord. pense que j'ai dû. Donc, Mm. donc pour eux, d'après ce que tu me dis, tu serais un enfant qui aurait été reconnu comme cas difficile, c'est ça? Ouais. Très difficile parce qu'après, quand ils ont tenté de me replacer, ils ont tenté de me placer en CEF. Mais j'ai fait une fugue où j'ai fugué à 400 km de chez ma mère, puis j'étais fait 6 mois chez ma mère où j'ai failli retourner en foyer. Ils voulaient me mettre en CEF, donc j'ai fugué à 400 km de chez ma mère pour échapper au CEF, que j'ai réussi. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que c'est un CEF, s'il te plaît? En CEF, de ce que j'ai su, bon, moi, j'y ai pas été, mais je connais un jeune qui a été, qui évite de m'en parler. C'est quand on fugue du CEF, on va en prison pour mineurs. C'est un peu la prison pour mineurs, mais pour ceux qui ont fait des conneries, style taper ou voler ou machin. Parce que la prison pour mineurs, c'est des multirécidivistes ou des criminels, quoi, qui ont tué quelqu'un, quoi. D'accord, donc c'est Mm. un peu une structure plus sévère, si je puis dire, hein, que le foyer en lui-même, en fait. C'est un genre de punition, en fait, c'est ça? Ouais, c'est un peu la prison pour mineurs, prison, vu que ça dépend de la PJJ, c'est un juge des enfants qui condamne. Des fois, ils sont envoyés par les flics dans les machins là. Il y a des barbelés, il y a des gardiens limite de ce que j'ai entendu. Bon, ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et c'est de la PJJ comparé au foyer ASE, c'est de l'ASE où ils disent enfant en danger ou qui a fait une petite bêtise avant ses 13 ans, qu'ils le placent là-dedans. Comparé au CEF où ils ont fait des délits. D'accord, donc en fait, le CEF, c'est vraiment pour les enfants qui ont commis de graves délits, voire des crimes pour certains. Donc Et c'est une des prison crimes, pour mineurs comme... souvent CEF, c'est une bonne conduite. Mm. D'accord. Et donc en fait, c'est un peu comme un peu la punition, mais surtout l'ultime chance avant la prison, c'est bien ça? L'ultime chance, pas trop, parce que la PJJ, clairement, c'est un variant de l'ASE. On connaît tous l'ASE, on sait qu'ils mentent pour maintenir les placements, qu'ils se cassent les familles. Bah là, la PJJ, c'est pareil. Eux, quand il y a un cas, genre une violence, une bagarre, ou de la violence, ils s'attaquent pas à celui qui a fait la connerie. Ils essayent de voir celui qui rapporte le plus, qui prendra, quoi. Parce que ça rapporte autant qu'un jeune en foyer, puis ils mentent pareil, ils font même n'importe quoi. D'accord, donc la PJJ pour les mineurs délinquants, donc c'est ça la PJJ, c'est la protection judiciaire de la jeunesse, c'est ça? Oui, c'est bien ça, mais protection, faut le dire vite. Mm. D'accord. Est-ce que tu aurais envie de dire des choses qui te sont propres, bien sûr, dans la liberté d'expression qui t'appartient, nous dire des choses que tu n'as pas dit forcément à personne, que tu as envie de dire aujourd'hui au micro? Un jour tout dit à mes proches en qui je faisais confiance, mon père ou Nadine Plestan, vu que, comme j'ai dit, c'est quelqu'un de génial, une des meilleures personnes pour moi dans le combat contre les placements abusifs. On se fait énormément confiance, on est toutes les semaines au téléphone, on se parle régulièrement sur Facebook, ou à des amis que j'ai extrêmement confiance. Donc voilà, quoi, je leur ai déjà tout dit là-dessus. Bon, après, ce que je peux dire à tout le monde, là, ça peut être public,
les jeunes, faites attention à la PJJ. Puis ce qui s'est passé pour moi, pour que j'ai failli pour mon dossier PJJ, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une bagarre avec un jeune, il m'a mis une claque, j'ai tenté de me défendre, et puis j'ai eu une trace de main. Ma belle-mère a voulu qu'on aille déposer plainte, ce qu'on a fait, puis la policière qui a pris ma plainte, une policière partiale qui avait bien dit avant cette affaire que tout ce qu'elle ferait pour mettre mon père et moi en prison, elle le ferait. Elle est venue pour aller chercher ma sœur, pire que pour l'arrestation d'Al Capone. Je pense qu'il y a eu beaucoup de cas dans les placements abusifs où les flics sont venus pire que pour l'arrestation d'Al Capone chercher les enfants. Et après, elle a tout tenté pour nous casser, déjà dans l'affaire des coups les plus grands avant, plus après dans l'affaire de ma sœur, et puis après pour moi, pour me replacer. J'ai été à une audience pénale, comme pour tous les jeunes qui ont eu des actes de délinquance. Après, il y a la PJ qui est venue. Personne m'a écouté dans ce que j'ai dit, et puis ils ont tenté de me replacer, quoi. Il fallait que je fasse une énorme fugue, parce que fuguer à 400 km de chez soi, je peux appeler ça une grosse fugue. Et après, c'est comme ça que j'ai échappé au CEF. Et je vais bientôt devoir être jugé. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire à quel âge tu as été placé et jusqu'à quel âge tu es resté placé, s'il te plaît? Je suis né le 11 septembre 2002, j'ai été placé le 8 août 2014, je m'en souviens encore de la date. C'est mon père qui m'a déposé au foyer. Et puis j'ai commencé à faire des doigts d'honneur à l'éducateur. J'ai fait une grosse colère. J'ai balancé les armoires à travers la pièce. Bon, je les ai pas pris. J'ai arraché la plainte. J'ai tapé sur l'éducateur qui nous avait fait l'accueil. Il a dû appeler les pompiers. J'ai fait une piscine de shampoing à mon arrivée. Et il y a eu des pompiers qui ont glissé en plus. Et ils m'ont rendu vu qu'ils en ont eu réellement marre, j'ai eu 24 heures de garde à vue, mais c'était pas ça qui allait m'arrêter. 5 passages en hôpital psy. Et puis j'avais bien dit clairement que c'était pas 3 mois de prison qui allait m'arrêter, dont de placement. Et en juillet 2016, je m'en souviens, déjà, ils m'ont enlevé les hébergements, vu que j'avais des hébergements tous les 2 semaines chez mon père. En décembre 2015, ils m'avaient enlevé les hébergements. Donc j'ai encore empiré. En février, ils avaient fait un rapport au juge en disant faut remettre les hébergements, même me rendre, tellement ils en avaient marre. En avril, il y a eu une audience où je m'en souviens, il y a eu le référent à eux qui voulait le maintien du placement. Il est devenu en conflit avec le foyer, jusqu'où ça a été. Puis mon père, qui a bien montré que c'était un menteur, la juge, là, elle ne savait plus où se mettre. Et elle a décidé de maintenir la décision de l'appel, vu que mon père avait fait appel, de remettre les hébergements. Donc les hébergements m'ont été remis. Et elle m'a maintenu le placement jusque juillet. Et à l'été, elle m'a rendu. Donc ça, c'est ce qui arrive beaucoup dans les placements. Ils prennent en cours d'année, en plein milieu, un mois de novembre ou en août, et ils disent l'enfant est scolarisé, on le rend en fin d'année, en juillet. D'accord. Quand tu dis que tu as été placé, donc du coup, enfin pas placé, mais plutôt mis en psychiatrie, comment ça se passe à l'intérieur de la psychiatrie des mineurs? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Moi, c'était à Nancy, bon, c'est dans le gros secteur psychiatrique du secteur hospitalier. Et des fois, c'est pas forcément mineur vu que c'est pédiatrique. Et là, ils prennent jusqu'à 17 ans. Et ça peut être des fois en psychiatrie pour adultes dans d'autres lieux. Mais c'est très sécurisé. Il y a déjà 2 agents de sécurité qui soient à la barrière de l'hôpital qui nous ouvrent. Après, on monte vers là où j'étais, c'était à Nancy. On aurait cru une barre HLM. Hein, je suis désolé pour ceux qui habitent en logement HLM. Après, on entre, il y a des badges. C'est très sécurisé, pire que la prison. Et puis, on s'ennuie. La salle télé, elle ouvre qu'à 16h30, voire 17h quand ils sont en retard. La journée, soit on joue au ping-pong, soit on joue au baby-foot, mais on était sur un fauteuil à attendre, comme ça. Il y en a qui disent que c'est chez les fous, pas forcément, vu que chez les jeunes, ce que j'ai beaucoup vu, c'est des jeunes qui étaient là pour tentative de suicide, idées suicidaires, ou d'autres qui ont fait des crises de nerfs dans leur foyer. Ceux qui sont en foyer, ils se battent pour maintenir le placement et voir à les placer très loin, ceux qui habitent pas loin de chez leurs parents. Et ceux qui ne sont pas placés, ils cherchent à les placer, à donner au machin. Puis, dès l'arrivée, elle fait une ordonnance où elle met des doses d'antidépresseurs assez fortes. Moi, j'ai du tertian à 40 mg matin et soir, puis 20 mg le midi, et 1 mg de Risperdal le matin, 2 le soir. Et puis, on s'ennuie toute la journée. Puis, moi, j'y restais une semaine, grand max 2 semaines, généralement une semaine et demie. Mais il y a des jeunes, ils sont restés 1 an là-dedans. D'accord. Et est-ce que ça se passe comme pour les adultes? Est-ce que pour ta sortie, tu passes devant un juge des libertés?
Non. Et c'est pas forcément ça, vu que j'ai déjà été aussi en psychiatrie pour adultes, bon, pour une bagarre ou autre chose. C'est on va voir un psychiatre, il dit machin, et puis il dit deux, trois mots, il y a un entretien, et après, il décide si tu sors ou pas. Si on sort ou pas. D'accord. Est-ce que pendant cet internement, du coup, tu as été en... Est-ce qu'on t'a mis en isolement? Les deux dernières fois, oui, parce que j'ai pété une colère. Et cette colère, elle était liée à quoi? Parce que j'en avais ras-le-bol, j'étais. À l'époque, bon, j'avais déjà mon sale caractère, mais j'insultais tout le monde, je tapais tout le monde, je pétais les plombs dès que j'étais contrarié. Voilà, quoi. Et là, Ce qui se comprend. j'avais pété un câble parce que ils ont refusé que j'appelle mon père, et puis ils m'ont mis en chambre d'isolement, ils m'ont fait une piqûre dès que je m'étais endormi, je m'étais réveillé, ils m'ont mis en pyjama de l'hôpital, et puis j'étais dans une pièce fermée à clé. Et ils venaient plusieurs heures, et c'est pareil qu'une cellule de garde à vue un peu. D'accord. Est-ce qu'ils t'apportent quand même à manger, tout ça ou pas? C'est le matin, aux heures des repas, ils apportent un plateau sans couvert, le pain déjà en miettes, une assiette, bah dites voilà quoi, un repas normal, comme pour les prisons quoi. En l'hôpital psychiatrique, c'est ce que je supporte pas, et le code de la santé croit ça, ils arrivent encore à y croire lorsque ça change rien, ils croient que c'est en mettant limite des prisons qu'ils vont réussir à soigner les gens. Et moi, je suis contre ça d'ailleurs. D'accord. Merci pour cette explication et ce témoignage très. J'ai pas de mots. Excuse-moi, j'ai pas de mots pour le coup. Mais je suis complètement d'accord avec toi lorsqu'il y a des internements psychiatriques abusifs, hein, autant que les placements abusifs. Est-ce que les infirmiers qui sont là, hein, donc pour vous soigner, soi-disant, et vous surveiller, est-ce qu'ils font un peu comme les éducateurs de l'ASE à rester dans leur bureau ou comment ça se passe, comment ils gèrent? Est-ce qu'ils participent avec vous? Est-ce qu'ils jouent avec vous? Est-ce qu'ils s'en fichent? Est-ce que comment? Ils sont régulièrement, ils sont 5 minutes au bureau, après ils sont 5 minutes à se promener, voir si tout se passe bien. Quand on a une activité, il y a un éducateur qui vient en activité, bon, un infirmier, vu qu'il y a aussi un éducateur, le reste c'est des infirmiers. Un autre qui est au bureau pour répondre au téléphone. Et ça s'alterne, ça se passe le relais. Comme ça. Mais c'est rare qu'il y ait personne au bureau en hôpital psychiatrique, ça c'est sûr. Oui, ce qui est logique puisqu'il faut quand même toujours quelqu'un dans les bureaux et les autres dans les locaux. Avec les autres patients, comment ça se passe? On discute, on est là. Quand il y a la pause clope, il y en a qui vont fumer, mais on discute. On se parle un peu de notre histoire. Et après, on essaye, on discute de tout et de rien pour passer le temps. D'accord, donc dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien entre vous les jeunes. Oui, plutôt ça. Bon, il y a des disputes, vu que certains, c'est des disputes pour qu'est-ce qu'on regarde à la télé, d'autres qui veulent faire chier tout le monde, voilà quoi. Oui, un peu comme dans les foyers, quand il y en a qui veulent avoir le dessus sur les autres. Oui. Et après, D'accord. sinon, entre nous, après, on se disait, ceux qui aimaient ça, machin, ceux qui étaient des revenants, ils disaient aux nouveaux comment ça se passait, machin, et voilà. Et des fois, c'était un peu la maison de retraite, parce qu'on disait, Pour en revenir à tout ce qui est placement abusif et internement abusif pour le coup, qu'est-ce que toi tu pourrais dire aux personnes qui sont, elles, victimes et à ceux qui ne le sont pas encore? à ceux qui ne le sont pas encore, déjà évitez les psychiatres. Battez-vous pour ne pas que vous voyez de psychiatre. S'il y a des consultations chez le psychiatre où vous craignez une en psy et que vous ne voulez pas, soit vous faites des fugues. Après, en psychiatrie, il y a deux solutions. C'est soit vous vous tenez à carreau, vous discutez, vous vous comportez normalement,
Et au bout d'une semaine, grand max 2 semaines, vous sortez, soit vous vous comportez très mal, et soit l'hôpital en a ras-le-bol et ils vous sortent, soit ils en ont ras-le-bol, ils vous envoient dans un hôpital psychiatrique plus dur, ou vous restez H24 en chambre d'isolement. Ensuite, pour ceux qui sont du coup qui ont été victimes comme toi des placements abusifs ou des internements abusifs, qu'est-ce que tu peux leur dire à ceux qui en sont victimes? À ceux qui en sont victimes, je l'ai dit, quand ils y sont, soit ils sont insupportables, ils sont H24 en psychiatrie jusqu'à ce que l'hôpital veuille plus d'eux. Des fois, ils appellent les pompiers pour qu'ils viennent à l'hôpital. Bon, au bout d'un, deux appels, les pompiers ils leur disent débrouillez-vous. À la fin, ils interviennent quand ça devient réellement grave. Ou sinon, vous vous tenez à carreau, tout se passera bien, vous faites tout pour que ça se passe bien. Et au bout d'une semaine, grand max 2 semaines, ils vous sortent. Ok, excusez-moi si j'ai des absences, c'est parce que j'essaye en même temps de faire revenir Karine, qui a apparemment un problème de connexion du coup elle aussi. Est-ce que tu pourrais, est-ce que tu as des questions à me poser? Non, pas tant que ça, pas plus. On a tous les jeux de l'expérience. Vu que bon, comme tu es plus jeune âgé que moi, ça se passait comment les foyers à ton époque? Si tu as connu la DAS. Alors oui, j'ai connu la fin de la DAS et le début de l'aide sociale à l'enfance. Donc moi, j'ai été placée en 1987. J'avais 4 ans et demi. Ben moi, pour ma part, j'étais la plus petite, donc la seule petite d'ailleurs du foyer, rapport à mon âge. Tous les autres avaient à peu près 8 ans, donc j'étais vraiment la seule minime, on appelle ça, la seule petite. Comment ça se passait? Eh bien, euh, moi, je me rappelle dans mon placement quand ils sont venus me chercher chez ma maman. En fait, si tu veux, ma maman, elle avait demandé de l'aide à une assistante sociale parce qu'elle a eu une fin de mois difficile. Cette assistante sociale eh bien, a saisi bien sûr l'ASE, un éducateur, tout ça. Et, euh, et elle a fait valoir les violences de mon papa, apparemment. 4 ans plus tard, bien sûr, hein, puisque mon papa était déjà divorcé de ma mère et était déjà parti. Et donc, elle a fait valoir les violences de mon père qui n'était plus là. 4 ans après, faire ordonner notre placement, tout en disant bien sûr que ma maman faisait du téléphone rose, recevait des hommes chez elle, ce genre de choses, alors que ce n'était pas vrai du tout, hein, puisque ma maman a eu beaucoup de mal à refaire sa vie. Et voilà. Et puis un jour, il y a les éducateurs du foyer qui sont venus nous chercher. Alors il y en avait un qu'on surnommait le Gaulois parce qu'il avait une grosse, grosse moustache de viking. Et donc on le surnommait le Gaulois. Et c'est lui qui est venu nous chercher avec le camion pour nous amener au foyer, donc mes sœurs et moi. Et ma maman était interdite de descendre parce que nous on habitait dans des HLM, donc dans une cité, était interdite de descendre de son logement, donc elle n'a pas pu nous faire un bisou dans les bras. Et je vois encore ma mère hurler à la fenêtre, pleurer, et moi et mes sœurs qui criaient. Moi, l'éducateur, il a eu du mal à m'attacher dans la voiture. Et quand il m'a attachée dans la voiture, j'ai mis mon pied, pour pas qu'il puisse refermer la porte. Et c'était des portes de camions coulissantes à l'époque. Et du coup, ben, j'ai eu une fracture de la cheville parce qu'il a fermé la porte avec une telle force, il n'avait pas vu que j'avais mis mon pied. Donc, du coup, avant d'arriver au foyer, j'ai été hospitalisée pour fracture de la cheville. Et ensuite, suite à ça, ils m'ont bien sûr mis au foyer. Quand on est arrivé au foyer, je me suis aperçue qu'en fait, j'ai été séparée de mes grandes sœurs. Donc, mes deux grandes sœurs étaient dans un groupe et moi et mon autre sœur qui est juste avant moi, on était dans un autre groupe.
Et du coup, on n'avait pas le droit de courir dans les couloirs ou d'aller dans un groupe à l'autre. C'était interdit. Les seuls moments où on pouvait se voir, c'est quand on avait le droit de jouer tous ensemble dans la cour de l'ASE, enfin du foyer, pardon. Voilà, j'ai connu et vu beaucoup de choses horribles au foyer. J'ai été violée pour la première fois par un jeune du foyer à l'âge de 5 ans, par un grand du foyer. Voilà, et puis ensuite j'ai subi toutes les autres années de violence, de maltraitance. Et comme j'ai été la plus petite, c'est moi qui prenais le plus, si je puis dire, par les autres, les plus grands. Voilà, et puis il y en avait quelques-uns qui, quand ils le pouvaient, prenaient ma défense, me défendaient et tapaient sur les autres pour me défendre. Voilà, et ça a été très très dur. Au foyer, après, il y avait, un peu comme toi, il y avait les, les repas, les salons télé, tout ça. Alors les salons télé, on n'avait pas le droit d'y aller, sauf quand les éducateurs nous le permettaient. Des fois le soir, à la demande des grands, pour pouvoir regarder la télé, ce genre de choses. Au repas, on devait se tenir droit, on ne devait pas mettre les coudes sur la table. Quand on mettait pas les couverts, enfin, on nous demandait de mettre la table, de débarrasser la table. Voilà, quand on n'écoutait pas les éducateurs, ou quand un éducateur on avait après nous, il venait derrière nous, il nous mettait des coups derrière la tête. Il y a une des éducatrices, un jour, j'ai fait une grosse bêtise. Elle m'a enfermée dans le placard qu'il y avait sous l'escalier après m'avoir sévèrement battue. Voilà, enfin des choses pas très catholiques et indignes de la profession d'éducateur. Voilà, donc beaucoup. J'ai oublié un peu de parler de ma sœur aussi là-dessus. Ça a commencé pour nous, vu que après mon placement, même pas 2 mois après, il y a eu une amie à ma belle-mère qui est arrivée, qui a dit à ma belle-mère, ouais, j'ai pas d'amis, tu viens juste d'arriver dans la région, vu que elle venait de Lyon, nous on habitait près de Nancy. Donc t'as pas d'amis, pourquoi on serait pas amis? Et puis elles ont sympathisé, puis elle commençait à dire n'importe quoi, beaucoup de conneries. On aurait pu éviter ça, puis ma belle-mère s'est laissée manipuler par cette fausse amie, cette hypocrite. Je ne pas son nom. Peut-être Madame J, voilà, comme c'est qui était mis. Hein, peut-être qu'elle se reconnaîtra si elle voit le live. Elle se débrouillait pour capturer la petite. Elle voulait être la marraine de la petite, alors que la marraine était déjà choisie. Plein de choses comme ça. Et puis un jour, elle a voulu en vitesse, et puis elle a été voir son médecin traitant, docteur F, je dis bien son nom. Et puis elle a dit que mon père nous mettait des coups de ceinturon à sang, qui est pas vrai, que le père ne supportait pas les pleurs, alors qu'il la prenait tout le temps dans les bras en lui disant qui a ma poussinette, et qu'elle pleurait, qu'il la tapait dessus, ce qui était faux, qu'il refusait les dépenses financières pour les achats de vêtements ou de jeux ou de repas pour la petite, qu'elle passait les journées en pyjama, qu'elle prenait que des petits pots, pas de lait, ce qui était faux. Et puis, et puis que mon père tapait ma belle-mère, ce qui était faux aussi, que ma belle-mère voulait séparer, ce qui était faux. Hein. Et puis le soir, vers 19h30, je m'en souviens, déjà dans l'après-midi, ma belle-mère a été appelée de ce qu'elle nous a dit, je sais pas ce qui s'est passé clairement, qu'il y a eu des sociaux qui ont appelé, machin, et puis le soir, vers 17h30, on ferme le cabinet médical. Mon père, il est médecin. Et puis, il y a des gens comme ça, et puis c'était des policiers qui se mettent, même pas celui qui crie Monsieur Galmiche, Monsieur Galmiche. Et puis, je vais ouvrir. Et puis, les filles qui tapent dans la porte violemment, ils ont pris mon père. Limite, ils lui mettaient les menottes. Ils sont venus pire que pour l'arrestation d'Al Capone. Ils ont sorti le pistolet. Ils ont dit à ma belle-mère déshabille-toi ou je tire. Et puis, ils ont pris la petite et ils sont partis. Et puis, je me rappelle, ma belle-mère, elle a soupçonné que c'était moi qui avais parlé parce que ça faisait une semaine avant, je rentrais d'exclusion à l'école. J'étais un cancre à l'école. J'ai déclaré aujourd'hui, bon. Et puis, après, on l'a pas vu. Moi, je l'ai pas vu pendant 6 mois. Mes parents, pendant une semaine, ils l'ont pas vu. Ils nous donnaient rien dans le dossier. La seule chose qu'on savait, c'était un patient avait été voir son médecin traitant dire que mon père avait vu maltraiter la petite.
Et plus les mois passaient, plus on avait des nouveautés. On a tenté d'inscrire en faute tout ça, puis après, on a eu l'UC, puis les sociaux, ils voulaient baisser nos droits petit à petit, maintenir les placements lorsqu'on avait prouvé qu'il y avait pas mal de crétence. Après, ils ont demandé le placement au secret. Et puis, ça fait la dernière fois qu'on a vu la petite, c'était le 17 octobre 2018, je m'en souviens. Et dernière nouvelle, c'était qu'elle avait une fracture de la clavicule. Et puis, au foyer, on sait qu'elle se fait massacrer, qu'elle est toujours sur Nancy. C'est les deux seules choses qu'on sait. Et puis là, on a eu une audience il n'y a pas longtemps. Ils veulent la mettre à l'adoption. Ils nous avaient même pas convoqué pour une audience. Ils nous avaient convoqué, bon, moi, j'y étais pas, mais mon père et ma belle-mère. Ils les avaient convoqués pour consulter le dossier chez un greffe. En fin de compte, ils ont fait une audience. Et il y a un article de journal dans la presse qui parle du dossier. D'accord, ça part du dossier. Est-ce que ton père, du coup, puisqu'il y a un article dans la presse, a demandé un droit de réponse à cette presse parce qu'il a le droit de donner un droit de réponse, Ça, de je ne sais demander un pas. droit de réponse. Oui, c'était en mars dernier qu'on a eu un journaliste qui a appelé mon père. Bon, mon père n'avait pas répondu, on était à la pêche, en vacances. Et puis, on termine de pêcher, on rentre, il voit un appel de machin, un message qui dit que c'est un journaliste du journal local de chez nous, c'est pareil, la presse c'est le journal local, qui disait qu'il y avait machin sur l'affaire, qui voulait nous parler. Donc, on rentre tranquillou à notre gîte, et il appelle le journaliste. Puis, il discute, il parle aussi d'une affaire qu'on habitait en Lorraine, et il y a une grosse affaire criminelle en Lorraine qu'on doit connaître, c'est l'affaire Grégory. Et puis, c'était le journaliste là avait reçu une lettre du juge Lambert et on avait parlé de ça. Et après, on a parlé de l'affaire de la petite. Et puis, il avait dit, pour bientôt, je vous enverrai l'article. Et puis, 2 jours après, je regarde les actus sur mon téléphone, il en parle. Et puis, je vois qu'il y a l'article, j'arrive à l'avoir gratuit. Et puis, je le montre à mon père. Et puis, il s'est fâché avec le journaliste parce que dans le journal, il défendait beaucoup le maire de Nancy, vu qu'on a été attaqué, l'ancien président du conseil départemental, Mathieu Klein, qui est aujourd'hui le maire de Nancy, et c'est pour ça que ça a été médiatisé, cette affaire. Et puis, il les a défendus, il a défendu l'avocat. Et après le jugement, j'ai encore l'article, j'ai dû faire les captures d'écran, vu qu'on l'a toujours pas reçu. Il parle comme quoi ils avaient limite gagné, que machin, qu'ils avaient fait flop. Donc voilà. Et aujourd'hui, elle est toujours au secret. On n'a plus de nouvelles depuis le mois de mai 2019. Donc voilà. D'accord. Et par rapport à l'adoption de ta petite sœur, il y a une loi qui dit que tant que les deux parents ne sont pas décédés et que l'autorité parentale n'a pas été retirée aux deux parents, eh bien, il n'y a pas, ils n'ont pas le droit de faire adopter sa petite sœur sans le consentement déjà des parents et sans qu'il n'y ait soit mort des deux parents, soit retrait total de l'autorité parentale des deux parents. Ou une signature de l'abandon aussi. Après, de ce que j'ai su par Exactement. en octobre 2020, ils avaient droit, de ce qu'elle a dit, de faire une adoption simple quand la gamine, les parents avaient toujours l'autorité parentale, parce que ça faisait plus d'1 an que les parents n'avaient pas vu la petite, et qu'elle était dans la même famille d'accueil. De ce que j'ai entendu, ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il faudra en parler avec Chantal. En tout cas, je sais que les familles d'accueil qui ont, pour certaines, l'agrément d'adoption ont le droit d'en faire la demande, mais je sais aussi que les parents peuvent s'y opposer et qu'après c'est le juge qui tranche ou un truc comme ça, je crois. C'est plus des affaires familiales, c'est plus le juge des enfants. Pareil, de ce que je sais, dans le peu que je sais, vu que je suis pas avocat, je suis pas juriste, puis j'ai arrêté l'école très tôt, mais je regarde des fois, j'écoute tout le monde, je regarde un peu de ce que je crois, et je regarde des fois les codes sur Internet quand je ne sais pas. Pour les enlèvements de l'autorité parentale ou autre, dans ces cas-là, le juge des enfants n'a pas le droit de faire, c'est le juge aux affaires familiales. Le juge aux enfants, les seuls droits qu'il a dans les familles, c'est placer ou faire une main levée de placement ou saisir l'ASE. Après, s'il y a le JAF qui décide une main levée de placement, le juge, il peut pas remettre un placement, je crois. Ou si le place ou un mois plus tard, s'il convoque, doit faire une main levée de placement si le placement est toujours en cours.
Oui, oui, il me semble que oui, mais honnêtement, ça m'étonnerait qu'un juge aux affaires familiales, même s'il y a le placement d'un enfant et des droits de visite, ordonne une adoption. Honnêtement, tout juge aux affaires familiales consciencieux, je dis bien, ne permettra pas ce genre de pratique judiciaire qui n'est pas du tout en cohérence avec le lien de filiation des parents et du reste de la famille, bien sûr, puisqu'elle a aussi des frères et sœurs. Et tout juge consciencieux, en tout cas les juges d'affaires familiales, n'ordonneront pas une ordonnance d'adoption, même si la famille d'accueil et l'ASE le demandent. Enfin, je le souhaite en tout cas. Je ne pense pas que ce soit réalisable. Si c'est pas un juge consciencieux, il est possible, mais je ne le souhaite pas, que ça puisse être ordonné, mais en général, ils prennent quand même en considération aussi le lien familial qui est primordial dans l'intérêt de l'enfant. Et de toute façon, ça serait une grave violation de l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme et des enfants. Et ça, ils ne peuvent pas aller au-delà, ils ne peuvent pas violer la Constitution et ne pas respecter la loi en déviant la loi. C'est juste normalement impossible. Mais bon, En il y a des juges. 2019, la France a reçu une plainte par l'ONU pour leur protection de l'enfance, la mauvaise gestion, de ce que j'ai entendu. Il y a eu un article du journal, je crois, je suis pas sûr, mais je crois que la France a été attaquée à l'ONU pour ça, ou à l'UE, je sais plus. Oui, absolument. La France est attaquée pour ça, notamment pour les mauvais traitements sur mineurs au sein des foyers ou des familles d'accueil. Et là, on a, alors, je passerai de commentaires sur les personnes qui pourraient dire quoi que ce soit, mais rappelez-vous, il y a un petit moment de ça, Maître Michel Amas, qui est aimé par certains parents et qui n'est pas aimé par d'autres, peu importe, ça c'est une autre histoire, avait déposé un projet de loi, déposé un projet de loi, eh bien, avec une ancienne députée de Marseille. Et cette ancienne députée de Marseille, qui s'appelle Madame Valérie Boyer, qui aujourd'hui a été nominée sénatrice donc au Sénat. Et Madame Valérie Boyer vient de demander, enfin, elle a ordonné à ce qu'il y ait une enquête aux soins de l'aide sociale à l'enfance en France, notamment sur les placements abusifs, les mauvais traitements, et pouvoir enfin mettre ce projet de loi de Maître Michel Amas, qui lui dénonce, comme on le sait, les placements abusifs. Il avait aussi demandé à ce que le juge des enfants, y ait un juge des enfants pour les placements et un juge des enfants pour les mineurs délinquants, afin qu'il n'y ait pas une surcharge de dossiers, parce que beaucoup de juges des enfants, comme ils ont une surcharge de dossiers, vu qu'ils traitent en même temps les placements et en même temps les mineurs délinquants, du coup, ils n'ont pas le temps d'écouter les familles puisqu'ils font priorité aux mineurs délinquants, du coup. Et donc lui, il a demandé à ce que soient séparées vraiment ces deux choses-là, afin que les familles puissent retrouver ce qu'on appelait à l'époque, c'était pas le juge aux affaires familiales, ça c'est encore autre chose, mais c'était le juge de la famille. Et en fait, en gros, il demande à ce que le juge de la famille revienne pour que les parents et les enfants puissent être entendus, et que les juges, lorsqu'ils ont à juger sur un placement ou non, ou leur continuité ou non, etc., puissent étudier les dossiers correctement et prendre en compte la parole des familles et des enfants. Et je pense que ça, c'est vraiment beaucoup. Donc oui, effectivement, il y a des enquêtes qui sont ordonnées. Bien sûr, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc du coup, ça va sûrement prendre un petit peu de temps, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien qu'il y ait des sénateurs, des sénatrices qui sont en train de s'en préoccuper, si je peux le dire ainsi, afin que l'ASE, ben voilà. Ensuite, il y a d'autres mouvements qui se sont créés. Alors là, c'est les parents d'enfants placés par le biais des alerteurs.
donc par le biais d'Abdel Zahiri, ainsi que par le biais de JR, J Captain Pirate, où eh bien ils sont en train de prendre les dossiers des parents. Nous tous ensemble, parce que je travaille aussi avec eux en tant que communication, on est en train de récupérer tous les dossiers afin de pouvoir les rassembler et de pouvoir aller tous ensemble en juillet prochain devant le ministère et auprès du ministère de la Justice et de Monsieur Moretti. Et s'il faut, nous irons jusqu'au président de la République et le Conseil d'État afin de faire reconnaître que toutes ces familles sont victimes de graves abus, de défaillances, de maltraitance, de dérives de l'aide sociale à l'enfance. Et donc j'invite toutes les familles qui le souhaitent à contacter Abdel Zahiri. Vous pouvez trouver sur sa chaîne YouTube ou sur sa chaîne Facebook. Voilà, nous vous invitons vraiment à nous envoyer vos dossiers, soit par courrier postaux, soit par mail, afin que, ou à venir avec nous lors de cette manifestation qui est en train de se prévoir. C'est une manifestation qui sera déclarée, bien sûr, sur Paris. Et nous attendons le plus de monde possible, notamment les parents qui sont victimes, les papas, les mamans, que ce soit en placement abusif ou inversé, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des placements inversés. Donc les placements inversés, c'est quand l'enfant est placé chez le parent qui, lui, est reconnu maltraitant, malveillant, voire incestueux. Voilà, ce qui est aussi grave, ceci dit, puisque l'ASE cautionne de placer un enfant chez un parent qui est malheureusement pour l'enfant maltraitant. Voilà, donc on est en train de prévoir tout ça, et j'invite vraiment les familles, les témoins, même les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les amis proches, à venir à ce rassemblement qui sera, je le souhaite, un grand rassemblement. Il y aura des covoiturages qui seront prévus, des hébergements, tout ça. On essaye de faire en sorte que tout... Alors, effectivement, il nous reste 1 mois pour tout mettre en place. Enfin, c'est surtout eux qui le mettent en place, donc c'est eux qu'il faut contacter afin que tout le monde, ceux qui le souhaitent en tout cas, puissent venir et amener leurs témoignages et leur dossier. Alors, cette manifestation, bien sûr, il y aura des témoignages, mais elle servira surtout à ce que l'État français reconnaisse ces familles comme des victimes, et nous demandons des excuses publiques comme ça a été fait en Suisse ou en Finlande. Voilà, c'est ce que nous demandons à l'État. Nous demandons à l'État de nous reconnaître comme les victimes que nous sommes et de nous présenter leurs excuses publiques. Voilà. Donc, si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à venir vers nous. Voilà. Mais après, je crois pas à ce que l'État va faire des excuses publiques, parce que au début de mandat, je m'en souviens, il y a eu des gens qui ont écrit à Emmanuel Macron en lui disant les placements abusifs. Emmanuel Macron avait dit clairement qu'il s'en fichait royalement. Et là, quand ça commence à avoir des pièces à conviction, machin, là, il envoie un menteur qui fait semblant d'agir. Moi, je pense pas qu'il enverra des excuses publiques. Je pense qu'il fera semblant d'agir ou qu'il dira qu'il n'en aura rien à battre. Et si on fait une grosse manifestation, comme on va la déclarer, il va envoyer suffisamment de CRS et il y aura des violences policières. Moi, je suis pour le retour aux manifestations. Après, je fais confiance en Zahiri Abdel. Bon, même si je le connais pas là-dessus, c'est une bonne idée ce qu'il fait. C'est une bonne idée. S'il a besoin de mon dossier, qu'il me contacte sur Facebook, je le recevrai à bras ouverts. Je lui donnerai les articles du journal pour l'affaire de ma sœur. Je lui donnerai mon histoire, bon, même si j'ai pas le dossier. Si mon père est d'accord que j'aille à la manifestation, je pourrais y aller, même s'ils y vont, ou ils y vont. Après, on parle de Hamas, il divise beaucoup, je suis d'accord. De ce que j'ai entendu, il est cher et il va pas souvent aux audiences. Après, il y a des familles qui le considèrent comme la 8e merveille du monde. Ça, je le connais pas spécialement, Hamas. Ces projets de loi sont des bonnes idées. Après, j'ai entendu aussi que quand il y avait des audiences, bon, ça, j'y crois pas spécialement. Dès qu'il y a une audience, il y a la main levée du placement. Ça, j'y crois pas. Ou qu'il y ait beaucoup d'audiences, que Hamas arrive à leur bien les éclater et que leur mette bien les articles de loi et que le juge
ils savent pas où se mettre et qui décident la main levée du placement parce que sinon il craint les pires ennuis. Après, avec Hamas, il parle aussi beaucoup, il est ami avec Gila Bidi. Et ça, je voudrais venir là-dessus. Faites attention à Gila Bidi et Monsieur Jean-Claude Cézille. C'est une association très dangereuse. Ils insultent tout le monde. Ils disent récupérez vos dossiers, vous aidez, ils vous demandent 30 euros d'adhésion à l'association, mais vous n'êtes pas du tout. Des fois, ils vont même donner des fausses informations à la ZE pour en plus vous bananer. À Michel Perron, il avait été dire à mon père pour tenter de me lâcher de me virer du combat, que Michel Perron était en prison pour attouchement sexuel sur ses enfants, ce qui est faux, qu'il a jamais été en prison en plus, que bon, il a déposé plainte contre moi pour insulter menace parce qu'on s'est insulté, on s'est menacé sur Internet parce que ce qu'il fait c'est intolérable. Il dit que Nadine Plestan est une escroc, Michel Perron un pédophile, moi une racaille, Zahiri Abdel une racaille, et c'est intolérable ce qu'il fait. Et surtout, il se cache derrière des faux comptes pour insulter les gens, après derrière pour faire rager les gens. Et lui, il fait n'importe quoi, il défend les ASE. Donc faites attention à ces gens-là et à l'association Garde Justice pour les enfants, dont le président c'est Jean-Claude Cézille. Et en plus, Gila Bidi a fait de la D'accord, merci. si vous voulez. Comme quoi, il a escroqué. Pardon? On n'a pas bien entendu ce que tu disais sur la fin. Comme quoi, Gila Bidi a fait de la prison pour escroquerie. Il y a l'affaire Robert Soria, ça a été dans les médias. Elle a vendu le patrimoine immobilier de ce monsieur et a récupéré l'argent pour elle, l'a séquestré chez lui. On le sait, on connaît le dossier, on sait que c'est elle. C'est passé dans un reportage à la télé en 2019, dans le reportage 66 minutes inside. Donc faites attention à ces gens-là et je parle à toutes les familles. Faut faire attention à ces gens-là. D'accord. En ce qui concerne Michel Hamas, je vais revenir sur lui. Effectivement, comme tu disais, c'est un avocat qui est cher, mais moi, je peux dire, j'ai connaissance de certaines familles qui ont récupéré leurs enfants grâce à lui, donc ça, je peux en témoigner. Bien sûr, il y en a certaines qui n'ont pas eu gain de cause parce que les dossiers sont malheureusement très lourds, voire très difficiles pour certains, et ça, on ne peut pas lui imputer. En tout cas, il fait ce qu'il peut en tant qu'avocat. Voilà. Après, c'est vrai, bien sûr, il est cher, mais il accepte l'aide juridictionnelle sur Marseille ou autour de Marseille. Et après, bien sûr, quand il doit se déplacer, eh bien forcément, ça chiffre. Mais ça, ce sont des choses qui lui sont propres et que nous, on ne peut pas, si je peux me permettre, excuse-moi, Almaric, mais qu'on ne peut pas juger puisque ça reste dans le domaine de son travail et de ses prestations. Voilà. Moi-même, je l'ai eu sollicité et je n'ai pas pu me permettre de me payer ses prestations, bien à mon grand regret, parce que je suis sûre et certaine, moi je crois en cet homme, que s'il avait pu intervenir dans mon affaire, au-delà du financier, je pense que ça ferait longtemps que mon enfant serait sorti de ce cauchemar et j'en suis certaine. Parce que j'ai pu échanger plusieurs fois avec lui par téléphone, il m'a donné de très bons conseils et je l'en remercie d'ailleurs et il n'était pas obligé de le faire, tout simplement. Après, en ce qui concerne les personnes que tu as citées, je me rappelle pour Jean-Claude Cézille, au tout début du placement de mon enfant, comme d'autres familles, forcément, je ne connaissais pas cette personne, je ne savais pas qui c'était, je tapais à toutes les portes pour pouvoir être aidée. Ce que je peux dire de ce monsieur, c'est que moi, personnellement, il m'a jamais rien fait de mal. Par contre, il avait appelé mon avocat et mon avocat lui avait demandé, mon avocat de l'époque donc, et il lui avait demandé de lui donner des renseignements sur moi et de lui donner mon dossier, ce que mon avocat, bien sûr, consciencieux, a refusé de faire. Et d'ailleurs, je l'en remercie parce que ça m'a évité des grandes histoires aujourd'hui avec ce monsieur, comme j'ai pu entendre dans certains témoignages ou dans certaines familles que je connais et que tu connais aussi. Qui ont été victimes de cette personne. Et puis pour l'autre dame, elle, pareil, je ne la connais pas, je n'ai jamais eu de soucis avec elle, mais j'ai pu entendre et même lire au travers des autres familles victimes de cette personne
de graves accusations ou de graves choses à son sujet. Mais moi, je n'ai jamais été concernée par ça, donc je ne peux pas prendre la parole sur ça. Voilà. Donc, pour 30 secondes, je vais chercher mon chargeur de téléphone, il a plus de batterie. Ok, on t'attend. En attendant, pour les auditeurs, si vous souhaitez nous poser des questions, eh bien, nous vous attendons sur le chat. Bien sûr, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez laisser des commentaires. Je viens de vous mettre le lien du stream si vous voulez y participer. N'hésitez pas à nous poser des questions auxquelles nous essayerons de répondre au mieux si nous le pouvons, bien sûr. N'hésitez pas à partager aussi ce live si vous le souhaitez. Voilà. Et alors pour Abdel, par rapport à la manifestation et au rassemblement que je parlais du 4 juillet, si vous souhaitez y participer, donner votre dossier, etc., vous pouvez le joindre au 07 60 16 39 63. 07 60 16 39 63. Vous lui envoyez un texto avec, par exemple, votre nom, bien sûr, ainsi que votre département, en lui mettant, par exemple, département 65, OK pour Paris, etc. Voilà. Vous n'hésitez pas à lui envoyer des textos parce que sa messagerie vocale est saturée, évidemment. Donc, pour qu'il puisse vous répondre et vous recontacter par la suite. Voilà. Je te redonne la parole, Amaric. J'ai rien à dire, j'ai bien entendu cet après-midi il y a une minute, j'étais allé chercher mon chargeur, si tu peux répéter s'il te plaît. Tu me disais quoi? Là, j'étais allé chercher mon petit chargeur, j'ai pas tout entendu ce que tu as dit, sinon tout est bon. Hein. Ben en fait, j'invitais les auditeurs à nous poser des questions ou à nous rejoindre sur le live s'ils le souhaitaient. Et puis pour les familles, je donnais le numéro d'Abdel pour qu'elles puissent le joindre si elles veulent participer à ce grand mouvement qui normalement devrait avoir lieu. Alors la date n'est pas encore sûre, mais normalement c'est le 4 juillet 2021. Bien sûr, nous vous confirmerons la date, donc c'est le mois prochain. Donc, ben, il reste un mois aux familles pour contacter Abdel et pour, voilà, si elles le souhaitent, soit nous rejoindre, soit donner le dossier. Le but, c'est qu'il y ait un maximum de dossiers, parce que si on est 1, 2, 10, on n'est pas écouté, alors que si on est 400, 500, 1000 à déposer des plaintes collectives contre l'État envers l'aide sociale à l'enfance, ça aura beaucoup plus de poids. Et c'est ça notre but, en fait. Faut qu'on soit au moins 1000. Clairement, faut qu'on soit au moins 1000, voire plus. Voilà, donc on essaye on fait passer le message pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Voilà, après, plus on sera nombreux, et plus on aura de poids d'être entendu enfin et écouté enfin, forcément, c'est sûr. Oui. Voilà, mais écoute, je sais plus trop quoi dire. Si, je vais parler un peu de moi, tiens. Est-ce que tu aurais d'autres questions à me poser par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure ou pas? Oh, pas de questions. Ça va pas, est-ce que tu penses quoi de la dépression, toi? Tu penses? Excuse-moi, j'ai pas trop bien entendu. Si j'ai une autre question à te poser, c'est tu penses quoi de Nadine Plestan? Nadine Clestan. Alors, ben Nadine, c'est une dame que je respecte énormément, que j'aime beaucoup. Ouais. Voilà, bon, elle le sait de toute façon. Nadine, c'est une dame que l'ASE fait énormément souffrir, qui est Ça, je privée. sais, j'ai fait là depuis 2018 avec elle. Voilà, qui est privée de ses deux petites filles, qui, je vais parler pour elles, sans parler pour elles, mais qui sont quand même victimes de viols et de maltraitances graves dans les foyers, et elle ne peut pas les voir et on lui interdit même de les protéger. Et je trouve ça inacceptable et inadmissible, surtout que Nadine, eh bien, elle fait son devoir de maman, comme toutes les autres mamans et papas que j'ai rencontrés.
Et c'est une dame qui est honorable, qui a beaucoup de courage. Et elle fait partie de ces mamans courage, tout comme Karine, tout comme Mélissa. Je ne vais pas toutes les citer, il y en a tellement. Tout comme Chantal, qui est une grand-mère. Voilà, c'est des dames que je respecte énormément, que j'aime beaucoup et qui ont beaucoup, beaucoup de courage. Et voilà, et je souhaite que tout ensemble, on puisse continuer à se battre et un jour récupérer nos enfants parce que nos enfants, ben, ils doivent être avec nous et pas dans des foyers ou dans des familles d'accueil ou chez des étrangers, surtout si on sait qu'ils sont maltraités. Et pour moi, ça, c'est juste impossible qu'on nous prive de nos enfants. Et voilà, c'est quelque chose d'immoral et d'inhumain que de laisser une mère sans ses enfants et d'être impuissante, si je puis dire, de ne pas pouvoir les protéger des graves violences qu'on leur fait subir. C'est quelque chose d'invivable pour nous, les mamans et les papas. Et, euh, et voilà, tu me fais pleurer. Et voilà. Ouais. Excuse-moi pour t'avoir fait pleurer. Hein. Mais c'est pas grave, c'est parce que tu sais, quand on rentre dans le fond du sujet, je suis émotive quand même. Je suis très combative, mais je suis aussi très émotive, ce qui est normal, hein, parce qu'on parle quand même des enfants, de la vie des enfants. Et toute maman aimante et pleine d'amour, eh bien oui, elle a une forcément, de se battre et d'avoir plein de courage, mais elle a aussi sa vulnérabilité de maman. Et voilà, ça nous touche. Donc, quand ça touche à mon enfant, ben ça touche aux autres. Et quand ça touche aux autres enfants, ça touche le mien. Et moi, c'est ça que je dis. Je me bats pour mon fils, oui, mais je me bats aussi pour tous les autres. Oui. Parce que je sais ce que c'est. Parce que, comme toi, je connais le placement. Comme toi, je connais les violences. Et je sais ce qu'ils endurent. Et ça, je ne l'accepte pas et je ne l'accepterai jamais. Voilà. Pareil, hein, on est tous là-dessus. C'est pour ça, moi, mon opinion sur Nadine, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Dès qu'elle nous a appelé, vu que on a demandé, on a été au téléphone, au bout de 3 jours qu'on s'est connus, on s'est échangé nos numéros vu qu'elle avait hébergé chez elle, on s'est très bien entendu. Et aujourd'hui, on continue à toujours travailler ensemble. Toutes les semaines, on est au téléphone, on se donne du nouveau, on se donne des nouveautés dans le combat. J'avais l'idée de proposer mon association. Elle m'avait bien dit que ce sera avec plaisir qu'elle sera avec moi là-dessus. On a toujours une grande entraide avec Nadine et j'espère qu'elle y arrivera comme toutes les autres familles. Et pour moi, Nadine, c'est l'étincelle. Tous ensemble, c'est l'incendie. Oui, effectivement. Nadine est une super personne au-delà de ce que l'aide sociale, l'enfance et je ne sais qui d'autre voudrait faire croire sur elle. Nous, on la connaît depuis suffisamment longtemps pour dire que c'est une bonne maman et que c'est une bonne personne et que voilà, qu'on n'a pas le droit de mentir, de diffamer, de discriminer et de porter des accusations qui sont fausses et monstrueuses et indignes en plus de leur profession, que ce soit sur Nadine, sur les autres mamans ou sur les autres papas ou sur toi d'ailleurs, ou sur moi, ou sur qui que ce soit, ou sur les enfants aussi d'ailleurs, parce qu'il y a des enfants aussi que la Zoé portait des accusations sur les enfants et ça c'est monstrueux. Quand ils tentent de déposer plainte contre les violences, dire qu'ils mentent pour que les plus grands et eux soient protégés, parce que si il y a un incident, je sais que déjà ils font ça, ils auront les contrôles. Et avec toutes les conneries qu'ils ont fait, bah, ils se tapent un contrôle, le foyer il ferme et les éducateurs ils vont en prison. Donc autant faire payer les enfants et ça c'est intolérable. Et je laisserai jamais passer ça. Et je lis aujourd'hui vivement que ça pète. J'attends avec impatience que ça pète. Alors on espère que ça va pas péter parce qu'on n'est pas pour la violence, nous, contrairement à eux. Par contre, que ça change et que ça évolue et que bien sûr, tous ceux qui ont menti, diffamé, accusé, violenté, voire violé pour certains, eh ben, soient condamnés. Ça, moi, j'y travaille tous les jours et c'est ce que je défends parce que c'est inadmissible et inacceptable que des éducateurs, eux compris, hein, que ce soit les éducateurs de foyer, famille d'accueil ou les agents de la les psychiatres qui vont les défendre. Voilà, donc moi je suis pas pour que le département protège. D'ailleurs, j'ai envoyé dernièrement un audio
au président du département en lui sommant de réagir et d'assumer ses responsabilités en tant que président du département sur certains de ses agents. Je l'ai pas menacé, mais je lui ai dit que s'il ne faisait rien et que s'il ne changeait pas les choses à ce niveau-là, eh ben, je ne me gênerai pas pour envoyer cet audio en public et qu'il soit connu de tous. Pour l'instant, je l'ai laissé en lien privé parce que pour l'instant, je lui ai fait une parole, mais je lui ai dit qu'avant les élections, s'il ne faisait pas quoi que ce soit, parce qu'il se présente au départemental, s'il ne faisait pas quoi que ce soit pour que dans notre département, en tout cas, ça change, et que voilà, et qu'il licencie ces agents que je lui ai nommés, eh bien, je balancerai cet audio qui est sur ma chaîne en privé pour l'instant, mais qui sera connu en public, et je n'hésiterai pas non plus à le mettre en public dans le canton dans lequel il se représente. Je ne me gênerai pas parce qu'il n'assume pas ses responsabilités et que je lui demande d'assumer ses responsabilités. Voilà, ça c'est pour mon côté. Comme il y a un gars qui va faire son meeting dans ma ville, et c'est pour ça que je le dis aussi aujourd'hui, je pense que je vais en faire une vidéo, je recherche des témoignages uniquement dans le Loiret de vos placements abusifs, parce qu'il y a un candidat sortant du conseil vient se présenter, qui se présente dans mon canton, vient faire un meeting dans ma ville. Et j'avais comme idée, mon père a été approuvé, et ça, c'est un conseil que nous avait donné Chantal dans un live de Michel Perron. Merci Chantal pour ça. Et puis, l'idée, c'était d'aller le voir et de l'interpeller, lui demander il compte faire quoi contre les placements abusifs et les défaillances de l'ASE dans son département, et voir sa réaction. Et comme je m'attends à ce qu'ils disent que les placements abusifs, que n'existent pas, que les jeunes sont mis à machin, je lui dis les témoignages, mon père est prêt à lui mettre le rapport de la Cour des comptes. Donc voilà, quoi. C'est l'idée que j'ai à faire. Et c'est une très bonne idée, je pense. Et j'incite, et je vous conseille, de faire pareil à vous tous dans votre département. Et je filmerai d'ailleurs. Absolument. Et c'est ce que je défends aussi de mon côté dans les deux départements dans lesquels je suis, puisque je suis limitrophe de deux départements. Et bien sûr, il y a des opposants politiques qui sont au courant de tout ça, qui sont très sensibles à ce sujet et qui, je le souhaite, par la suite pourront nous aider. En tout cas, ils sont avec nous et bon, je peux pas donner les partis politiques, tu comprends bien pour l'instant, parce que je me présente aussi au départemental, du coup, je ne peux pas me mettre à mal. Voilà. En tout cas, moi, sache que en tant qu'élu, si je le suis et je le souhaite, j'ai demandé à être conseillère de prise en charge des familles de ce département pour pouvoir justement être à l'intérieur et sur le terrain et pouvoir donner ma voix et changer les choses. Je le souhaite en tout cas pour les familles victimes d'ici. Et voilà, moi c'est mon travail. Si je suis élue, bien sûr, c'est ce que je défends parce qu'il est hors de question que ces méthodes et ces pratiques malveillantes et malhonnêtes puissent continuer. Et je ferai tout, en tout cas, pour que ça change dans notre département, pour le meilleur comme pour le pire, pour nos enfants. Voilà, ce que je peux dire. Moi, tu sais très bien mon parti politique, hein, je l'ai déjà dit dans un live de Michel Perron, tu m'avais même dit de le garder pour moi. Certes, mais après, merde pour toi et puis merde pour les présidentielles de 2022, hein, en espoir que tu gagneras et que partout, ceux qui sont engagés contre les placements abusifs, aussi merde pour Chantal dans l'ordre, vu qu'elle aussi est candidate au départemental. Après, je ne sais pas qui d'autre est département où, si tu en sais plus, si ça te dérange pas de le dire, merci d'avance. Hein. Alors, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont victimes des placements abusifs qui se présentent, mais comme on disait Chantal, avec Chantal, c'est vrai que ça serait bien que lors des départementales, des régionales, des présidentielles, pour les mairies, tout ça, ça serait bien que quand il y a des élections, et bien que les candidats qui sont victimes, enfin que les victimes se présentent en tant que candidats, afin de porter la voix des enfants. Bien sûr, nos idées politiques aussi, il n'y a pas que les enfants qu'on défend, on défend plein d'autres causes forcément, mais je pense que le but premier quand même, c'est de défendre les enfants et les familles.
et que ça, c'est quand même primordial, c'est important de défendre les valeurs familiales françaises et de remettre un peu les choses à l'ordre du jour. Forcément, quand je disais tout à l'heure qu'on fait une manifestation avec Abdel et JR, forcément, on a l'intention de faire tout ça avant les présidentielles. Voilà, c'est le but, c'est que pour les départementales et pour les présidentielles, ben on soit entendu, quoi. Donc voilà, c'est pour ça. Et donc en fait, on ne laissera pas le choix, en gros, à l'État que d'intervenir et de réagir réellement et réellement, que ce soit Monsieur Macron ou que ce soit le ou la nouvelle présidente de France. Je pense que le but, c'est ça, c'est de faire reconnaître qu'il faut que ça s'arrête, tout simplement. Moi, je pense pas qu'il va agir. Ce que je pense là-dessus, bon, je suis pas voyant, mais j'analyse beaucoup, je regarde un peu pour voir ce que sera l'avenir un peu quand même, j'analyse beaucoup. Ce que je pense, c'est que lui, il fera semblant d'agir, mais on verra rien. Et quand il y aura la campagne qui va avancer, vu que là, il y a déjà pas mal de gugus qui avancent en disant je vais être candidat, machin. En septembre, il y a les primaires écologiques pour élever, il y aura d'autres primaires. Mais quand on aura un peu plus de candidats et qui commenceront à préparer leurs clips de campagne et que les médias se baseront que sur la campagne, que toute l'une, ce sera les campagnes présidentielles, ils mettront tous à l'une du programme modification, réforme sur la protection de l'enfance et ainsi de suite pour tenter de gagner. Je pense qu'il se passera ça sur les placements abusifs en politique maintenant. Moi, après, moi, en politique, j'ai pour idée de me lancer dans la politique, mais pas tout de suite aller être en tête de liste. Je pense, parce que pour moi, je suis toujours dans une optique où avant d'aller faire une tête de liste, par exemple, dans une mairie, avant d'être maire, d'être candidat pour être maire, faut avoir été au moins conseiller municipal. Pour être dans un candidat au conseil départemental, pour être président, il faut d'abord avoir été au conseil. Et avant d'être titulaire, il faut avoir été suppléant, qu'on connaisse la campagne, qu'on prenne de l'expérience. Donc, je suis partisan de ça. Et qu'un président ait déjà été élu avant d'être président pour moi. C'est la solution. Ou dans le conseil des ministres, mais élu au moins. Quelque part. Voilà, et aussi de sensibiliser l'Assemblée nationale, le Sénat, les cours européennes des droits de l'homme, etc., ben voilà, à faire reconnaître que l'État français a failli à sa mission, si je puis dire, de l'aide sociale à l'enfance, ainsi qu'au ministère, parce qu'il y a aussi beaucoup de ministères, le ministère de la Famille, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, etc. Et voilà, et le but aussi, c'est que tous ces gens-là, ben, voient la réalité en face et arrêtent de faire l'autruche, si je puis dire. Donc les sourds, muets et aveugles. Et puis voilà, j'espère en tout cas qu'ils nous reconnaîtront, comme je disais tout à l'heure, comme les victimes que nous sommes, et que tout ça, ça va changer. Et que si protection de l'enfance doit y avoir, eh bien qu'elle soit justifiée, réellement justifiée, et que les parents aient été reconnus pénalement parlant comme des parents défaillants ou maltraitants, ou sinon, si une famille a besoin d'aide, eh bien, de leur apporter leur aide sans enlever les enfants des familles, bien sûr. Et c'est ça qu'il faut remettre en équilibre, si je puis dire. Voilà. Faut un coup de Karcher à l'ASE. Clairement, aujourd'hui, il faut le coup de Karcher. Pour moi, il faut le coup de Karcher. Oui, oui, il faut un coup de Karcher. Il faut surtout un grand coup dans la fourmilière. Et cette fourmilière qui est malveillante et maltraitante, bien sûr, on ne cache pas, hein, il y a des très très bons éléments, il y a des très bons agents. Le problème, c'est que les bons agents, eh ben, soit ils disparaissent, soit ils sont mutés, soit ils sont une minorité. Et c'est ça qui est grave, parce que moi, je connais, par exemple, je ne peux pas donner de nom, mais j'ai connu 2 personnes qui travaillaient au sein de mon département, là où, dans le département dans lequel mon fils est placé. Eh bien, elles ont décidé par elles-mêmes de quitter l'ASE parce que elles n'acceptaient pas les méthodes et les pratiques et que c'était complètement contraire à leur mission déjà et puis à leur éthique en tant que personne humaine. Et du coup, elles sont parties dans d'autres corps de métier par rapport à ça. Voilà. Et je trouve dommage que des personnes qui font réellement leur boulot, qui sont vraiment là pour aider les familles et les enfants, bien s'en vont ou soient mutés ou soient virés carrément pour certains
parce qu'elles sont comme nous, elles sont contre ces méthodes et ces pratiques qui sont malhonnêtes et inhumaines. Et voilà. Et je voulais les remercier parce que c'est des gens qui ont une conscience et qui ont un cœur. Et moi, j'appelle toutes les personnes qui travaillent à l'aide sociale à l'enfance dans les foyers ou les familles d'accueil à venir témoigner aussi. Je vous appelle à vous, vous pouvez témoigner en anonyme, parce que c'est très important aussi qu'on ait vos témoignages, à vous qui êtes aussi, pour certains, qui connaissent donc le travail à l'ASE et qui sont victimes aussi de ces méthodes et de ces pratiques. Et puis pour d'autres, il y a des familles d'accueil aussi qui subissent des représailles de l'aide sociale à l'enfance. Et j'appelle toutes ces personnes-là à venir aussi témoigner et à nous rejoindre. On a besoin de vous, et les enfants surtout, c'est les enfants surtout qui ont besoin de vous. Et voilà, je vous appelle aussi, si vous le souhaitez, bien sûr, à venir apporter vos témoignages. Bien sûr, vous pouvez rester anonyme, hein, vous n'êtes pas obligé de dire où vous êtes ni qui vous êtes. Les StreamYard servent à ça, puisque vous avez la possibilité de pouvoir changer votre identité et de rester caméra cachée, si je puis dire. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, parce qu'on a besoin de vous, quoi. Surtout que dans pièce à conviction, si je m'en souviens, il y a eu un Gugus qui était au gradé pour les placements, qui pouvait gérer les placements, un des grands chefs de l'ASE dans le département. Il avait dit qu'il parlait de là-dessus. Pour les placements, il a reconnu qu'il faisait des placements abusifs. Je m'en souviens, dans le premier pièce à conviction, il a voulu rester anonyme parce qu'ils ont peur. Et surtout, moi, j'ai envie de dire, il y en a certains, ils veulent rester anonymes parce qu'ils ont peur de se faire attaquer par les familles, parce que les représailles. Il y en a, j'ai envie de dire, ils les cherchent, les représailles. D'autres, ils les cherchent pas, mais ils veulent se défendre. Voilà. Et ils ont raison de se défendre eux aussi, parce qu'on ne va pas se laisser piétiner. Et il faut rappeler quand même que l'aide sociale à l'enfance n'est pas la toute-puissance, n'a pas tous les pouvoirs et n'a pas tous les droits sur la personne humaine, que ce soit un éducateur social, que ce soit un parent ou que ce soit un enfant. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc n'ayez pas peur, venez témoigner, venez apporter vos paroles. C'est important pour vous, mais c'est aussi important pour nous. Et je me répète encore une fois, je sais, je suis vieille et je radote, mais c'est surtout pour les enfants. Nous, ce qu'on fait, c'est pour les enfants. Et si vous le faites, c'est aussi pour les enfants. Et rien d'autre n'a d'importance que les enfants. Voilà. Oui, tu as bien raison là-dessus. Moi, j'ai envie de dire la même chose. On est là pour les familles. On est là pas que pour les enfants, mais pour nos familles, pour toutes les familles, pour le changement radical. On n'est pas là pour aller se torcher la gueule ou aller coucher avec le voisin. On est là pour nos enfants. Et Hélène Lombard le dit. Bon, Hélène Lombard, c'est quelqu'un qui a un sale caractère. Elle est pas méchante, mais elle est dangereuse dans le combat parce que elle a beaucoup dit de propos racistes dans ses tracts. Sa messagerie d'accueil, elle a dit des propos racistes, qu'elle refusait d'aider les musulmans. Elle a dit beaucoup de choses dangereuses. Quand on est au manif, j'ai fait une manifestation avec Hélène Lombard. Elle chauffe beaucoup la police. On a plusieurs fois failli en garde à vue. Hélène collectionne les gardes à vue. C'est pour ça qu'elle est dangereuse. Sinon, elle n'est pas méchante. Mais c'est une des choses qu'elle dit et tout le monde le dit. Et ils ont bien raison. Faut se battre et on ira jusqu'au bout, que ça plaise ou que ça plaise pas. Exactement. On est déterminé et on ira jusqu'au bout. De toute façon, que ce soit maintenant, que ce soit demain, que ce soit dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, eh bien, on lâchera rien parce que les enfants, ils comptent sur nous et il y a que nous pour les sortir de ce que moi j'appelle, vous pouvez le voir dans mon petit nounours représenté ici, l'Alcatraz des enfants, c'est-à-dire la prison des enfants. Voilà. Oui, bon, moi je dirais plus le bagne ou la prison. On peut tout dire, l'enfer, on peut tout appeler vu qu'on a plein de choses. Moi je dis clairement la prison pour ça, où ils nous conservent comme des placards. Et moi je le dis clairement, même après la fin du monde, je serai là pour me battre contre les placements abusifs. S'il y a une fin du monde, je ne sais pas s'il y aura encore les placements abusifs puisque c'est la fin du monde. Ouais. Mais en tout cas, je serai là, même pendant la fin du monde, pour sauver tous les enfants qui pourront être sauvés. Ça, tu peux me faire confiance. Arme au poing. Et comme disait mon grand-père avait une phrase, c'était un grand militaire, et il avait une phrase qui m'a énormément touchée quand j'étais petite. Lui, il disait, moi, je préfère être à genoux parmi les victimes que debout parmi les bourreaux.
Ce qu'il voulait dire, en fait, c'était moi je reste avec les victimes et je me bats contre les bourreaux et même si je suis par terre et que je rampe, je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer jusqu'à ce que mort s'en suive et je ne vais rien lâcher. C'est ça qu'il voulait dire dans cette phrase que j'ai compris bien trop tard et que je comprends aujourd'hui tout le sens de sa phrase. Lui qui a fait différentes guerres, donc qui a connu ce que c'est la guerre et les morts. Et de voir des morts, hein, bien sûr. Donc voilà. Et nous aujourd'hui, ben, ce qu'on fait, c'est on mène une guerre pour sauver des enfants. Alors ok, on n'a pas les armes, certes, on n'a pas les armes, certes, on n'est pas dans la violence, on est plutôt dans la bienveillance. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que tout ce système qu'on dénonce, eh bien, mais il change dans le bon sens et il change réellement et que les parents et les enfants ne soient plus victimes des placements abusifs ou inversés. Et autant ce petit bonhomme qui est un ancien enfant placé, qui vient de témoigner, que moi, que tous les autres parents qu'on a pu citer, et ceux qu'on ne cite pas mais qui sont là aussi, eh ben, on le fait pour vous tous, parce que, et puis pour les enfants, parce que c'est une cause noble et juste, et qu'il n'y a rien de plus beau que défendre les enfants et les familles. Voilà, moi c'est ce que je dis, c'est ce que je pense, et c'est ce que j'essaye de représenter dans mon combat. Voilà. Oui, donc voilà, merci. Bon. Après, pour mes vidéos, vu que j'ai 2 chaînes YouTube aussi, une vidéo où je parle des placements abusifs qui s'appelle Les résistants de l'ASE, où je donne des conseils, où je dis pourquoi il y a tout ça, je donne plein de choses, où j'essaye de donner le plus d'identité possible sur ce gang de racailles, si on peut appeler ça comme ça. Et puis j'ai une autre chaîne YouTube où là je passe mes loisirs en dehors des placements abusifs qui s'appelle Amalric Galmiche. Que je vous invite tous, bien sûr, à aller regarder et à partager. Pareil, hein, dans ma chaîne YouTube qui s'appelle Rendez-nous nos enfants, qui n'a rien à voir avec l'association d'Hélène Lombard, qui n'a rien à voir avec son association. C'est vraiment Rendez-nous nos enfants, c'est pour avoir un impact, pour dire Rendez-nous nos enfants. Vous pouvez voir dans cette chaîne, il y a de nombreux témoignages sur les placements abusifs, sur les enfants volés aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'enfants volés par l'État, notamment dans des adoptions illégales, ce genre de choses. Vous avez beaucoup de témoignages. Voilà, vous avez beaucoup de reportages aussi. Et que je vous invite aussi à aller faire un tour sur ma chaîne et à aller regarder tout ça. Pardon? Il y a 3 ou 4 reportages, je crois. Il y a Pièce à conviction en 2019, Zone interdite en 2020, Repièce à conviction en 2019. Je crois qu'il y en a eu, je suis pas sûr. Bon, je l'ai pas vu. Il y en a eu un en septembre où il parle aussi des dérives de l'ASE ou je sais plus quoi. Et il pense en faire un 4e ou 5e, vu que voilà, bientôt. 60 minutes inside. Oui, absolument. Il compte en faire un autre, tout comme Abdel d'ailleurs, pour revenir à lui, qui lui aussi, au biais des témoignages qu'il a pu avoir et les papas et les mamans qu'il a pu rencontrer, puisque lui, il s'est déplacé sur le terrain hein, pour aller rencontrer toutes ses mamans et ses papas. Et il va faire aussi un reportage pour mettre en lumière en fait la parole des parents victimes parce que ça s'est jamais fait, parce qu'on parle toujours de l'ASE, des défaillances de l'ASE, etc. Mais on ne prend pas en compte la parole des parents ou des enfants qui sont victimes. Et du coup, il va faire un reportage là-dessus. Il est en train d'y travailler. Et d'ailleurs, merci Abdel, merci à toi, merci à l'IGR, merci pour vous, parce que tout ce que vous faites avec les alerteurs, Red Family, tout le monde, parce que franchement, grâce à vous, enfin, on peut être entendu et j'espère qu'on le saura encore et que votre combat il est aussi noble que le nôtre. Et moi, j'ai été très fière de vous rencontrer et je suis très fière d'être avec vous dans ce combat aujourd'hui. Voilà, ça c'était un petit message perso pour eux. M'en veux pas, Almaric, mais bon, il fallait que je le dise. Voilà, et voilà. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, Almaric? Bah, bon courage à toutes les victimes. Je sais que c'est difficile de ce que vous vivez. Continuons à se battre, voilà. Et ensemble, on gagnera.
Exactement, ensemble on est plus fort. Et comme ils disent en Espagne, el pueblo unido jamás será vencido. Ça veut dire un peuple uni jamais ne sera vaincu. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et effectivement, ben moi aussi, je vous souhaite beaucoup de courage à tous et toutes. On ne lâche rien, on est déterminé. Et n'hésitez pas hein, à prendre contact avec moi sur ma chaîne, ou bien avec Almaric, ou bien avec Abdel. N'hésitez pas à venir vers nous si vous souhaitez témoigner, si vous souhaitez parler, si vous souhaitez envoyer vos dossiers. N'hésitez pas aussi à regarder nos chaînes et à nous suivre régulièrement, à partager nos directs, à partager nos lives. Voilà, je vous embrasse à tous et toutes très très fort. Almaric, je te remercie d'avoir témoigné avec tout le respect qui se doit, malgré que c'est pas facile de témoigner et de parler comme ça de vive voix. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir été là cet après-midi et d'avoir apporté ton témoignage dans ma chaîne. Oui. Et sur ce, je te fais un gros bisou. Je fais un gros bisou à tout le monde, à tous les parents, à tous les enfants, à toutes les familles, oncles, tantes, grands-parents, enfin à vous tous. Et puis aussi un petit message pour ceux qui ne sont pas concernés mais qui nous soutiennent. Et bien à vous aussi, je vous dis merci. Parce que vous êtes d'une importance primordiale, parce que vous êtes notre soutien et que vous avez un cœur. Et ça n'a pas de prix. Voilà. Alors je vous dis merci à tous. Et je vous souhaite une agréable fin de week-end. Et je vous dis à très bientôt dans les prochains lives de Rendez-nous nos enfants, justice pour les enfants.